Du coup, merci à tous d'être là. On est super heureux, François et moi, d'être... je parle un peu pour toi, mais on est super heureux d'être là à Lille parce qu'on est des Montpelliérains et qu'on vient de loin. Et moi, personnellement, c'est ma première fois à Lille, donc je suis très contente d'être avec vous. On va vous présenter le sujet qui s'appelle « L'UX a sauvé mon DevOps ». On a fait un parallèle sur Roméo et Juliette, dans le sens où vous allez voir, Juliette, donc c'est la partie UX, Roméo la partie DevOps, et même si elles sont issus de familles complètement différentes, au final, ils vont réussir à se rencontrer et pourquoi pas faire une super belle histoire d'amour. Ok. Alors moi je vais juste... ça marche. Ah non, moi, si. On m'entend ? De toute façon, j'ai plus peur pour la captation, mais c'est pas grave, au pire, il manquera une partie. Du coup, en gros, pour qui est-ce que ce talk peut avoir de l'intérêt ? Tout simplement, si vous avez une communication qui est un peu compliquée entre vos équipes dev, vos équipes ops, ou alors si vous avez du mal à intégrer une communication entre plusieurs équipes, tout simplement. En gros, on va vraiment se focaliser sur comment améliorer la manière dont vous collaborez entre vos équipes, en abordant deux cultures qui sont la culture UX et la culture DevOps. Je vous avais dit que les gens allaient venir au fur et à mesure, hein, ça marche bien. Hein. Ouais, mais c'est vrai, c'est que l'introduction et le moment où on se présente. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Venez, allez-y, descendez. Hein. Il y a plus de place devant là, c'est bien. Non, vous voulez pas venir? Donc, à toi. La Juliette, c'est qui? C'est l'UX, c'est moi. Alors je suis désolée, il y a un peu... c'est pas trop ressemblant. Mais du coup, je m'appelle Estelle Landry, je suis product owner chez Helium. Helium, c'est une toute petite start-up montpelliéraine, donc c'est normal que vous ne connaissez pas. Je travaille dans le domaine de la publicité, surtout par rapport au domaine du RTB, le Real Time Bidding. Si vous êtes intéressé, je peux en parler un peu plus après. Je suis anciennement développeuse et actuellement, j'aime bien dire que je suis UX apprentice parce que j'adore cette philosophie. Pour moi, c'est vital qu'une PO et que l'ensemble de l'équipe pratique l'UX et du coup, voilà, je suis militante de cette philosophie-là. Je fais partie des Duchesses, qui est un comité qui essaie de favoriser les filles dans la tech. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous en parler aussi après. Et sinon, je suis organisatrice du Meetup UX à Montpellier. Helium, donc rapidement, je vous l'ai dit, on est dans la publicité, on est une petite start-up, on est dans un incubateur à Montpellier et on est en train de grossir. On cherche beaucoup de postes. Alors je sais que vous êtes à Lille et que du coup c'est un peu chiant de venir à Montpellier, mais si vous avez envie de soleil, si vous êtes intéressé... Quoi l'argument du soleil? Si, le soleil il fait beau chez nous quand même. Aujourd'hui il fait pas très beau chez vous, j'ai envie de dire, hein. Il fait froid. Mais pour revenir à ça, on recrute et si vous êtes dev front, alors on a une stack sympa, on fait du Scala, on fait du Groovy, on fait du TypeScript, on a de l'Angular en front, enfin bref. N'hésitez pas à venir me parler si ça vous intéresse. Alors moi, je vais me présenter aussi. Alors moi, je suis pas Roméo. Moi, je m'appelle François Technet. Je suis cloud développeur à Sagi. Donc Sagi, c'est une société, c'est une start-up qui vend de la big data as a platform en fait, donc qui vous permet de bootstrapper les projets d'IA et d'améliorer la gestion du machine learning et de l'IA dans vos sociétés. N'hésitez pas à venir me voir après si vous voulez en discuter. Mis à part ça, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur la culture DevOps. Ça fait longtemps que je travaille, que j'essaye de mettre cette culture en place partout où je suis. Je suis ancien développeur, Java, Clojure, Scala. Maintenant, je fais beaucoup de Rust et je suis un peu contributeur OSS à mes heures perdues. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec ce handle. Je suis organisateur du JUG Montpellier. Je suis le président du Montpellier Tech Hub, qui est le regroupement des meet-up techniques de Montpellier. Je fais moult choses à mes heures perdues et juste pour rajouter, moi je vais pas parler de ma boîte parce que en fait voilà. On est tous les deux aussi organisateurs de Sonitech, donc qui est une conférence un peu comme le DevFest Lille mais sur 2 jours à Montpellier qui aura lieu la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez vu, il y a écrit Sony. Parce qu'à Montpellier, il fait chaud. Je rajoute encore ma couche. Non, j'arrête. Si vous avez envie de venir à Montpellier, il y a encore des places, on en parle. Mais voilà, sachez que ça existe et que nous aussi, on soutient les organisateurs du DevFest Lille parce qu'on sait que ce travail est compliqué. Et en tout cas, félicitations à eux déjà.
Voilà, donc là c'est le moment où on s'est ennuyé, on va rajouter une couche, on va encore s'ennuyer une deuxième fois. On va faire un petit rappel de concept, donc, parce qu'on va quand même parler du UX de DevOps, du coup on va essayer de recadrer ce que c'est dans l'objet de ce talk. Donc on va d'abord commencer par parler de DevOps. Et alors DevOps, qu'est-ce que c'est? En ce moment c'est le nouveau buzzword. Voilà, il y a du DevOps partout, tout le monde fait du DevOps, les ESN font du DevOps, les écoles informatiques sortent des ingénieurs DevOps maintenant. C'est le nouveau mot-clé trendy, il y a 10 ans c'était agile, maintenant c'est DevOps, tout le monde fait du DevOps. Et en fait, si on regarde, c'est juste une évolution logique des pratiques qui ont eu lieu depuis un certain moment. Parce qu'on a commencé à mettre de l'agilité en place dans les projets, on a commencé à parler de continuous integration, continuous deployment, et en fait maintenant on parle de DevOps, et si on regarde, ce n'est ni plus ni moins que intégrer des nouvelles phases au fur et à mesure dans le cycle de développement et de gestion de votre projet. Et dans notre partie DevOps, c'est la partie déploiement et opération. Donc en gros, la culture DevOps, ça consiste en un truc qui existe depuis très longtemps en informatique qu'on va absolument casser, qui est le mur qui sépare votre équipe développement de votre équipe opérationnelle. Vous savez, les méchants sysadmins contre les gentils développeurs ou alors les débiles de développeurs qui foutent la merde en prod alors qu'à côté on a les gentils développeurs qui sont là pour sauver la prod. En gros, vous avez cette espèce de mur qui existe entre ces deux ensembles et le but du DevOps, c'est de venir casser ce mur. Et en fait, pour ça, on va mettre en face une collaboration entre ces deux équipes de manière à leur donner un objectif commun et en fait tout simplement intégrer les deux équipes dans un même processus et de faire en sorte que chacun soit impliqué avec l'autre. Typiquement, on va rajouter le déploiement, l'opération, le monitoring et le release dans le cycle de gestion de notre produit de manière à ce que même les devs en aient conscience et que les ops aient aussi une vision côté développement. Alors, pour casser ce fameux mythe qui existe depuis quelques temps que je vois beaucoup en conf, moi j'ai fait pas mal d'ops quand j'étais dans une société et du coup j'ai découvert ce que c'est le métier d'ops et quand on parlait de DevOps, je voyais souvent des gens qui parlaient de DevOps en gros sur comment virer les ops de votre structure. DevOps ne veut pas dire no ops. Le principe du DevOps c'est d'intégrer vos ops dans votre culture de société, les mettre en relation avec vos devs. Le but c'est pas de les retirer de l'équation. Donc ça c'est assez important à comprendre, le but c'est pas de faire du serverless en disant j'en ai plus besoin d'ops de ma vie, le but c'est d'intégrer au contraire les ops dans votre méthode de gestion de projet. Donc en gros le DevOps c'est quelque chose assez simple en fait quand on y réfléchit, sauf que en fait quand on le met en pratique, en fait on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Maintenant qu'on a vu la partie DevOps, je vais vous parler rapidement du UX. Vous avez vu une super keynote tout à l'heure qui vous parle des fondamentaux de l'UX. Je vais y revenir très rapidement du coup. L'UX finalement c'est un besoin qui a été créé quand la stratégie, la tech et le design s'est rencontrés. En fait toutes ces personnes se disaient mais en fait notre boulot c'est cool, notre fondement c'est quoi? En fait c'est les retours utilisateurs, c'est vraiment le besoin utilisateur qui va du coup être un lien entre tous ces domaines. Alors, qu'est-ce que c'est l'UX? L'UX, c'est l'User Experience. J'aime bien prendre cet exemple, il est assez concret. Vous avez un utilisateur, vous avez un super vélo, donc il peut y avoir des flammes, il peut y avoir un super guidon avec des franges, il peut y avoir plein de choses. Mais le plus important, c'est que l'utilisateur sur son vélo, il pédale vite, il puisse aller partout, enfin, il puisse faire ce qu'il veut, mais c'est l'expérience qui va être le fondement de l'UX, c'est-à-dire qu'un vélo c'est beau, un utilisateur c'est beau, mais un utilisateur qui fait du vélo c'est encore mieux, surtout si en plus il profite et qu'il est super content d'aller se promener. Par contre, c'est quelque chose moi aussi que j'aimerais lever avant qu'on rentre un peu plus dans la conf. On peut avoir une super UI, ça ne veut pas dire que c'est UX. Par exemple, je prends cet exemple qui est assez parlant. Vous avez la mairie qui a fait une super route, mais malheureusement, la route, elle est un peu longue. Et les personnes qui marchent, ils se disent, moi, je vais aller au centre-ville, donc qu'est-ce que je fais? Je coupe. Donc, vous avez beau avoir une super route, finalement, l'utilisateur, il va préférer aller plus vite et couper. Voilà. Il y a un processus que j'aime bien mettre en avant au niveau de l'UX, qui est le processus de conception, et c'est de l'itératif. Je l'ai trouvé dans ce bouquin-là, qui est un peu ma Bible. François va vous le présenter. C'est téléachat. C'est prévu, vous inquiétez pas, c'est dans le script. Donc comme ce petit bouquin, si ça vous intéresse, je vous laisse à dispo si vous voulez le feuilleter. En fait, ce bouquin, il vous montre qu'on a plusieurs phases de conception. Le premier, ça va être la planification, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller, comment, quand. Ensuite, on a une première phase d'exploration où là, on va venir recueillir tous les besoins utilisateurs. C'est la phase la plus cruciale parce que c'est grâce à ça après que vous allez faire de la conception. Vous avez après la phase d'idéation où là, par contre, vous sortez un grand maximum d'idées qui peut correspondre à un besoin utilisateur.
Une fois que vous avez ces idées, vous avez la phase de génération où on commence à partir de ces idées, générer des solutions. Et une fois que ça c'est fait, on a une phase d'évaluation qui est très importante aussi parce que ça permet de savoir si tout ce qu'on a fait auparavant, c'est bien. Est-ce que le proto fonctionne? Est-ce que les utilisateurs sont toujours contents avec ce qu'on a fourni? Donc voilà, ça c'est quelque chose, on va vous en parler un peu à la fin de la conf, mais c'est plus ou moins le process qu'on utilise beaucoup en UX. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'UX, c'est un menhir que je me trimballe tout le temps, qui est pour moi une philosophie que j'essaie de communiquer à tout le monde. Donc, je ne suis pas UX designer, mais voilà, ce qu'on va parler là, c'est vraiment le fait de trimballer sa philosophie avec soi et d'essayer de voir si on peut toucher un maximum de personnes et, entre guillemets, dire que, OK, c'est cool de faire un produit, c'est cool d'avoir des devs, c'est cool de faire un truc qui marche, mais par contre, c'est encore mieux si l'utilisateur et le besoin utilisateur sont toujours au centre de tout ce qu'on fait. Donc, comme vous l'avez vu, c'est deux familles opposées. L'UX, le DevOps, c'est quand même pas du tout la même chose. Mais on a dit quelques mots qui se ressemblaient sur la manière dont on voulait être un peu plus agile, communiquer, toute la partie un peu itérative. Et on va vous expliquer comment ces deux philosophies se sont rencontrées. Alors la rencontre, c'est un peu quand Grumpy Cat, alias moi, rencontre Pinkie Pie. En gros, c'est comment est-ce qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble et d'où est venue l'idée de ce talk en fait. Alors on s'est pas retrouvés quelque part comme Roméo et Juliette en fait. On travaillait dans une société ensemble qu'on a tous les deux maintenant quitté, mais on y a travaillé pendant un certain moment. Et en fait, on a eu cette idée parce qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble. Donc maintenant, effectivement, on est tous les deux partis. Mais ce qu'on a appris de notre expérience qu'on a eue chez Tamo quand on y était tous les deux, et qui est l'objet de ce talk, en fait, qui est un Rex, en fait, ça nous sert maintenant au quotidien. Et du coup, on va parler du contexte de comment on s'est retrouvés. Donc on était dans une société où, en gros, on a pris une équipe Ops, on a fait une belle transformation qui s'applique changer le nom de l'équipe et dire que c'est une équipe DevOps. Voilà. Vous connaissez sûrement cette technique, c'est la meilleure transformation DevOps qu'on fait actuellement, c'est la plus efficace pour utiliser le buzzword. Vous prenez votre équipe Ops, vous dites vous êtes une équipe DevOps maintenant, donc du coup on était DevOps. Sauf que même quand on fait ça, on ne change pas beaucoup en fait, on n'est pas vraiment vers une culture DevOps telle que je vous l'ai montré. Hein. On a des choses comme ça qui peuvent arriver, comme quand un DevOps va voir son développeur et il dit écoute, ça serait bien que tu changes la manière dont tu déploies ta conf sur la prod parce que là actuellement c'est pas terrible, c'est pas très standard, on aimerait bien passer en variable d'environnement ou toute autre solution et le développeur il aime pas ça quoi. Ou alors, côté DevOps, on recevait des fois des applications, on apprenait 2 jours avant, au fait, il y a une application qui doit être livrée dans 2 jours, tiens, voilà le Git. Il n'y avait même pas le Jenkins, il n'y a rien, il y avait juste le Git et après, démerde-toi. Donc ça, c'était un peu compliqué, donc on avait beau avoir fait une super transformation DevOps, hein, on était DevOps dans le titre, en fait, on avait toujours 2 camps qui continuaient à exister. Notre équipe de développeurs, et notre équipe Ops. Alors oui, effectivement, Montpellier, team chocolatine, team j'en ai rien à faire, mais c'est pas grave. Montpellier dit pain au chocolat, mais les audois comme moi qui ont bougé vers l'héros disent toujours chocolatine. Exactement, bon, voilà. Ça vous parle, hein. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que malgré cette transformation DevOps, là où normalement on voulait accentuer une collaboration, essayer d'être meilleur, en fait, on se retrouve à avoir une équipe DevOps qui, en fait, a la couenne sur tous ces sujets. Et au bout d'un moment, on a cette équipe qui commence à se renfermer sur elle-même et à essayer de prendre ce qu'elle peut, mais voilà, elle est complètement à la bourre, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'elle fait. Et le management commence à dire qu'est-ce qui se passe. J'ai mon équipe de dev qui arrête pas de dire que l'équipe DevOps, elle est pas assez rapide. Et quand on a un souci comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Vu qu'on veut faire du DevOps et qu'on va améliorer la communication, on appelle un manager. Alors oui, je ne suis pas manager, mais mon CTO m'a dit « Estelle, ça serait cool que tu ailles voir ce qu'ils font. » je suis PO. Ouais, mais c'est pas grave, tu pourras nous aider, peut-être savoir qu'est-ce qui se passe, savoir qu'est-ce qu'ils foutent réellement, parce qu'il y avait vraiment une espèce d'halo de protection autour de leur table. Et je vous avoue que quand il m'a dit ça, j'étais un peu dubitative au début. Je le regardais, je dis t'es sûr que tu veux m'envoyer moi? Je sais pas trop. Mais bon, au final, je me suis dit pourquoi pas, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je venais d'arriver en plus, donc je me suis dit allez go, faut que je saute, faut que j'y aille. Et en plus, j'avais une vision un peu du DevOps qui était un peu altérée. J'avais un stéréotype qui était assez fort pour moi. Et du coup, je me suis dit, merde, ça va être compliqué parce que moi, dans ma vie du UX, on est aspiré par autre chose finalement. On a envie d'un beau bureau, de choses belles, créatives. Et déjà, rien qu'au niveau de l'équipe, on se disait, bon, ça va être un peu compliqué. Je sais pas, moi je trouve qu'un terminal Shell, c'est très créatif, personnellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, ma vision que j'avais, bien sûr, elle était fausse. Et j'ai remarqué rapidement que
Il fallait, moi j'avais une vision particulière, je voulais les amener vers là. C'était pas ce qu'il fallait faire, il fallait juste ramener un petit peu de communication parce qu'il y avait juste un énorme bloc entre les équipes Dev et Ops. Et finalement, avec plusieurs discussions avec François et l'équipe DevOps, on s'est aperçu qu'on pouvait faire quelque chose, on pouvait amener un peu plus de communication. On n'arrive pas encore sur l'UX, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais en première partie, on va vous parler des petites choses qu'on a mis en place qui sont assez faciles et qui permettent déjà de lever pas mal de choses. Voilà, on a first try directement, hein, on a juste testé, ça marchait direct. La première chose qu'on a fait, c'est on a pris notre équipe Ops et en fait, on a dit maintenant on fait de la culture DevOps, donc en fait on va refaire une priorisation des demandes, on va recentrer le besoin, on va vérifier est-ce que toutes les tâches sont bien en rapport avec ce que le produit a besoin, ce que donc les devs ont besoin de réaliser, et on va donc revérifier toutes les demandes. Et autre chose, on va aussi vérifier est-ce qu'il n'y a pas des tâches au milieu que finalement on a attribuées aux ops par habitude mais qui pourraient être prises en compte par les devs. Donc ça c'est la première chose qu'on a fait. Alors est-ce qu'il y a des ops dans la salle? Non. Non, alors attends, des UX? Bon, c'est pas grave. Quand vous êtes Ops, il y a un truc qui existe chez vous qui s'appelle le backlog de l'enfer. Ça existe aussi au niveau du dev. Ça existe aussi au niveau du dev, mais sachez que chez les jobs, généralement, il est 3 fois plus gros. C'est toutes les tâches de maintenance possibles et tous les changements de version de serveur, toutes les choses de maintenance que vous allez devoir gérer, qui en fait est un backlog énorme que vous n'arrivez jamais à traiter. Et donc du coup, une des premières choses qu'on a fait, c'est aussi tout simplement couper dans l'art de ce truc-là, qui fait qu'on avait un backlog qui était 4 fois plus gros que celui que le dev, et finalement essayer de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou est-ce qu'on ne peut pas reprioriser les demandes. Et on a aussi essayé d'améliorer les leviers de communication parce qu'en fait, il y a un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, quand je suis arrivé dans l'équipe DevOps, en fait, on a eu une amélioration de la vision qu'on avait de ce qui passait chez les devs pour une raison très simple, c'est qu'en fait, je suis très actif dans les communautés de Montpellier et en fait, la plupart des développeurs back qui étaient chez Tamo avec moi, en fait, étaient des gens qui étaient dans les communautés de Montpellier. Donc, c'est les gens que je connaissais et c'était plutôt des amis à la base. Du coup, je savais ce qui se passait, mais en fait, la manière dont je l'apprenais, c'était pas la bonne. Simplement, c'est juste qu'on se voyait 3 ou 4 fois dans les bars par semaine. Et du coup, en fait, en discutant avec eux, j'étais au courant de ce qui se passait. Du coup, en fait, j'arrivais dans l'équipe et quand ils disaient c'est quoi ce truc, en fait, moi je savais, mais je savais pour une mauvaise raison. Donc on s'est dit qu'on allait soigner mon alcoolisme latent et se dire ça serait quand même bien qu'ils le sachent d'une manière à peu près claire et que toute l'équipe soit mise au courant de ce qui se passait. Donc essayer de mettre en commun la vision entre les ops et les devs de manière à retour aller vers du DevOps. Du coup, quand j'ai vu que ça commençait à prendre un peu d'ampleur, que les leviers de com étaient un peu plus présents, je me suis dit c'est bon, on va pouvoir passer à l'étape supplémentaire. Donc mettre en place un peu plus d'ateliers agiles et UX. Alors au début, en termes d'ateliers agiles, je pense que vous le connaissez tous, il y a la fameuse rétro avec le speedboat. Donc le principe, il est simple, hein, vous dessinez un super bateau, vous dessinez une équipe sur le bateau, un petit vent qui représente les forces, une petite... comment on appelle ce truc déjà ? Une encre, merci, j'allais dire une enclume, mais c'est pas du tout ça. On a une encre qui du coup représente les freins, c'est-à-dire ce qui s'est mal passé, et on a notre idéal, c'est-à-dire ce sur quoi on veut aller, notre belle île déserte. On a voulu le mettre en place pour quelque chose d'assez simple au départ. C'était une journée qui devait être sur le monitoring, c'est-à-dire que l'équipe de DevOps avait mis en place une solution de monitoring que les devs devaient appréhender, comprendre et mettre en place. Et moi je me suis dit, ce serait cool que pendant cette journée-là, je mette en place ce petit tableau et les gens me disent leur retour. En gros, ça s'est bien passé, pourquoi, est-ce qu'il y a eu des freins, est-ce que je ne comprends pas certaines choses. Et je l'ai mis à disposition dans la journée dans l'open space. Au niveau de l'atelier, il était cool parce qu'on a eu des retours super quali, mais par contre, en termes de format, il fallait retester parce que c'était pas du tout la bonne philosophie à faire, quoi. C'est-à-dire que j'ai posé ça dans le hall, j'ai dit aux gars, venez le remplir pendant la journée, sauf que personne l'a fait, quoi. Genre, il y a eu un tiers qui, parce que j'étais là à leur dire, mettez des papiers, ils ont joué le jeu, sinon ça n'a pas bien fonctionné. Mais comme je vous ai dit, les retours étaient quali, donc finalement, atelier plus ou moins réussi. Ouais, c'était plutôt bien, on a eu des bons retours. Ça a permis aussi de lever en fait, des incompréhensions, des choses où on a permis de vérifier par rapport à l'outil qu'on avait mis, est-ce que ça correspondait vraiment aux besoins de nos développeurs. Donc du coup, c'était un bon atelier où on a pu recentrer un peu notre besoin. On a pu voir aussi qu'il y avait quelques trucs qui n'étaient pas comme ils voulaient, donc on s'est un peu refocusé sur le besoin grâce à cet atelier. Du coup, si vous voulez le mettre en place, c'est assez rapide, mais le seul inconvénient, c'est qu'il vaut mieux perdre 5 minutes tous ensemble à expliquer et à mettre les post-it au même moment que plutôt laisser mourir le truc pendant la journée. Donc au final, j'étais assez contente parce qu'on a eu quand même des premiers retours quali. Et je me suis dit, ouais, c'est bien, je suis contente. Mais bon, j'avais pas ouais, non, moi je suis pas encore content parce que moi j'ai un problème là. Tout ce qu'on a fait, c'est super cool.
C'est bien, nos devs et nos ops voient ce que les autres font, c'est bien, donc maintenant ils se tapent un peu moins dessus parce qu'ils se rendent compte que chacun son charrette et pourquoi ils sont charrette. Mais moi je suis toujours pas DevOps quoi. Moi je me sens toujours pas du tout DevOps. Du coup, il faudrait peut-être qu'on mette un peu la vitesse supérieure pour essayer de faire en sorte qu'on aille un peu plus vers cette culture parce que là j'ai toujours deux équipes qui se parlent pas. Ok, donc à ce moment-là, on se disait, bon, la communication, c'est bon. Peut-être que maintenant, il faut que nos DevOps soient vus et que les devs soient vus et que du coup, on sache réellement qui fait quoi et essayer de lever les incompréhensions sur les tâches qui sont en cours. Alors déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est un truc très bête, mais c'est d'uniformiser la gestion et la vision que tout le monde a des objectifs des développeurs et des ops. En gros, avant, on avait seulement une roadmap où en gros, les développeurs avaient un objectif produit, il fallait qu'ils réussissent certaines features pour certains besoins, sauf que la partie ops, elle, avait pas d'objectif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste dit, ok, bah en fait on va mettre en commun toutes les roadmaps en mettant celles des ops en même temps que celles des devs et essayer de les aligner de manière à ce que tout le monde les voit et tout le monde collabore ensemble vers ces mêmes objectifs communs. Autre chose qu'on a fait, c'est tout simplement se dire, est-ce qu'au moment où on ajoute une tâche dans la roadmap pour les devs, est-ce qu'on ne serait pas capable de vérifier, est-ce qu'on a besoin des ops? Est-ce qu'on ne serait pas capable à l'avance de vérifier, est-ce qu'il n'y aura pas une communication nécessaire entre ces deux équipes pour la flaguer en avance de phase plutôt que de demander ça 2 jours avant alors que l'équipe a d'autres priorités? Du coup, finalement, pour mettre ça en place, on a une idée, enfin, j'ai une idée assez rapide à mettre dans l'open space, c'est-à-dire qu'on a fait une roadmap board assez visuelle, mais très simple à mettre en place. 3 bouts de scotch, les post-it que vous voyez, ce sont les user stories, et chaque équipe avait un petit logo, un petit flag, et du coup, ils mettaient où ils en étaient. Des étapes très simples, hein. On n'est pas encore du tout dessus, on est en train de le faire, on le teste et on déploie. Rapide. Et du coup, on a intégré les DevOps à ce moment-là et on a rajouté des tâches qui leur correspondaient et dans lesquelles ils travaillaient. Donc là, on avait rajouté un moyen visuel de voir réellement où ils étaient, où ils ont impacté le travail des devs. Donc première victoire. Enfin, deuxième victoire. Ensuite, on a fait le jeu des 5 pourquoi. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Ouais. En fait, c'est un jeu très simple. Vous prenez une problématique de départ. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Là, on l'a pris sur une problématique technique, mais même dans votre vie, c'est assez intéressant de poser 5 fois la même question. En tout cas, notre problématique à nous, c'était on a beaucoup de problèmes du moment où on commit jusqu'au passage en prod. Et on voulait voir pourquoi les devs étaient si ronchons, parce qu'à chaque fois, on avait des devs qui se plaignaient. « Ah, mais ça marche pas, oh, mais machin ». Ils étaient presque de mauvaise foi. Et du coup, ça a impacté les DevOps parce qu'ils ne connaissaient pas le besoin qui était derrière toutes ces pleurnicheries, quoi, finalement. Donc, on s'est dit qu'on allait faire ce jeu et que ça allait coller, que ça allait être assez sympa. Donc, cette problématique, elle est là. On pose une fois pourquoi. Donc, les développeurs ont répondu. Sur ce qu'ils ont répondu, on repose la question pourquoi. Et ainsi de suite, on essaie d'avoir vraiment le problème, on va dire, primaire qui fait poser tous ces problématiques-là. Donc vous avez vu, on l'a fait avec pas mal de devs. Et ce qui a été bien, c'est que finalement, à la fin, on a essayé de classer un peu tous leurs problèmes. Et rapidement, on a vu certaines prios que les DevOps ne savaient pas. Par exemple, ce qui est beaucoup ressorti chez nous, je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'espèce de gros tas au milieu, c'est manque d'environnement, surtout pour la partie test. Donc clairement, assez rapidement, on a réussi à savoir quelles étaient les problématiques à lever, lesquelles étaient les plus importantes. Et en plus, les devs, ça les a vraiment permis de savoir vraiment qu'est-ce qui posait le problème initial à tout ce qu'ils avaient après. Donc clairement, en termes d'atelier, c'était cool. C'était rapide à mettre en place. Il y a besoin de rien, post-it comme d'hab. Et en même temps, les retours qu'on a eus, c'était génial. Ah ouais, c'est très drôle d'écrire pourquoi jeu et de voir qu'est-ce que vous avez dans Google. C'est très sympa. Ouais, c'était un atelier qui était vraiment très intéressant, tout simplement parce que dans l'objectif qu'on s'était fixé, qui était essayer d'avoir un objectif commun entre les deux équipes et d'avoir une meilleure visibilité, en fait, cet atelier nous a permis de vraiment essayer de détecter le pourquoi en fait nos développeurs n'étaient pas contents et pourquoi en fait ils réfrénaient à utiliser certaines de solutions qu'on mettait en place, tout simplement en challengeant leurs propres besoins. Un exemple très simple, c'est quand on a un développeur qui vous dit que sur la dev, il n'arrive pas à tester et que ça lui pose un problème. Bah en fait, si on remonte 5 fois pourquoi, on se rend compte que finalement, le problème, il n'est pas de la stabilité de la dev en elle-même, il vient du fait qu'il veut avoir un moyen de tester plus vite avec une autre manière et qu'il voudra au final avoir son environnement à lui. Donc ça nous a permis de déporter le problème et d'avoir des objectifs qui sont alignés avec ceux des devs. Qu'est-ce que c'est comme apport? C'est tout simplement, c'est très simple, ça nous permet d'avoir
une roadmap et au moins quand un dev voit une tâche de l'équipe Ops à côté, et il comprend pourquoi il y a cet objectif en fait. Il n'est pas en train de se dire pourquoi est-ce qu'il y a une tâche stabilisation de la dev. Il comprend qu'en fait il y a un manque d'environnement, donc si on fait une tâche manque d'environnement, bah, en fait il sait que ça va répondre à son besoin à lui. Et ça c'est vachement intéressant. Donc c'est bon? D'après toi, est-ce qu'on est bien là? Non, moi je suis pas bien là. Moi c'est bien, hein. Tu as fait des trucs, tu as fait des ateliers, c'est un peu mieux hein, maintenant. C'est-à-dire que maintenant on se voit, maintenant on discute. Ouais. Mais moi j'ai toujours un problème, c'est que par rapport à ma culture, en fait j'ai toujours mon mur, j'ai toujours mon développeur qui veut toujours pas venir travailler avec mon ops, et mon ops il est un peu plus gentil avec le dev, mais quelque part ça l'intéresse pas. J'ai toujours deux camps qui se parlent pas quoi, et j'ai même toujours l'impression d'avoir le développeur qui est un peu l'adolescent qui essaie de faire n'importe quoi, et moi dans l'équipe ops qui est en train de dire je dois faire la police pour essayer de rattraper tout le monde, ça m'ennuie. Et ça vient d'un problème très simple, c'est que en fait finalement quand je regarde ce que l'équipe ops fait, bah en fait mes développeurs ça les intéresse pas. Et pareil pour la partie développement, en fait moi je suis un ancien développeur donc ça va, j'ai pas de problème, ça m'intéresse de savoir faire du Scala etc. Mais quand on a un sysadmin qui a 15 ans d'XP à gérer des serveurs, à gérer de l'hypervision, savoir coder en Scala, savoir ce que c'est qu'une monade ou un functor, lui il s'en fiche. Du coup en fait le boulot il est pas sexy pour les autres. Du coup on se retrouve à avoir en voulant mettre en place cette philosophie DevOps en disant écoutez vous allez travailler ensemble, ben, on se retrouve à avoir des devs qui sont mécontents ou des ops qui sont mécontents. On arrive à avoir des tâches très complexes parce qu'on a des gens qui ont des métiers différents, qui essaient de communiquer sauf qu'ils n'y arrivent pas. Et en fait ben, des fois on a des solutions qui ne marchent tout simplement pas. Hein. C'est-à-dire que de la même manière que vous avez parlé ce matin qu'il faut qu'un produit réponde à un besoin, ben, un tool, quand vous le faites pour vos devs, si vous faites une plateforme de gestion, vous mettez des machines en ligne pour vos développeurs, si elles ne répondent pas à leurs besoins initiaux, ben, c'est comme votre utilisateur sur un produit, il va dire que c'est naze. Et il va pas l'utiliser. Et il va pas l'utiliser. Du coup, l'utilisateur, exactement. C'est un terme. Et du coup, en fait, le problème qu'on peut identifier, c'est que la mise en place de la culture DevOps, en fait, le vrai challenge qu'il y a avec celle-là, c'est pas de briser uniquement ce mur, c'est de faire en sorte qu'il y ait un engagement entre vos développeurs et vos ops pour qu'ils comprennent le métier d'autres et qu'ils aient envie d'aller vers lui et que malgré le fait que ce n'est pas un métier qui les intéresse à la base, qu'il y ait vraiment cet engagement, qu'ils aient envie de le faire. Et du coup, en fait, je suis en train de me dire, c'est pas ce que tu fais, toi, globalement, essayer de faire en sorte d'intéresser des gens qui s'en fichent, genre par exemple tes clients, à essayer de les intéresser à ton besoin et à ton produit, en fait, alors qu'eux, finalement, ils sont que utilisateurs, ils s'en fichent à la base. Alors, je te reprendrai en disant, oui, c'est mon boulot d'essayer de ressortir les besoins de mes utilisateurs et du coup, techniquement, de passer par mon client parce que forcément, c'est lui qui dirige un peu. Mais le principe, oui, c'est ça, c'est de ressortir un besoin et d'essayer de créer un engagement de mes utilisateurs et pour qu'ils utilisent après ma plateforme. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, du coup, on peut pas utiliser ton truc, là, sur mes développeurs, là ? Si. Si. Et c'est pour ça qu'on va passer au hard level. Donc là, c'est clairement des méthodes UX qu'on va, telles quelles, appliquer à notre besoin de lier les devs et les ops. Le premier que j'ai utilisé, c'est les 6 chapeaux de Bono. Est-ce que vous connaissez ou pas? Ouais, je vois les UX qui me font oui, donc ça c'est bon, mais les autres, un petit peu. Alors c'est très rapide à comprendre et vous pouvez aussi utiliser hors tech, hein, c'est une méthode qui est très utilisée même pour des besoins qui ne sont pas liés au développement. Mais en fait, quand vous avez une problématique qui est compliquée, le principe, il est que si vous réfléchissez avec le même angle de réflexion, vous allez toujours trouver la même solution et quelquefois ça ne sera pas la bonne. Genre la plupart du temps, c'est pas la bonne. Donc, ce que dit les 6 chapeaux de Bono, c'est on va essayer de trouver 6 angles sur lesquels penser à notre problématique afin de trouver une solution qui soit peut-être la bonne, qui soit nouvelle et peut-être innovante et qui réponde réellement à un besoin. En l'occurrence, les 6 chapeaux, c'est ceux-là. Au tout début, votre problématique, vous la prenez, vous essayez de mettre le chapeau blanc et d'essayer de voir au niveau neutralité, au niveau factuel, qu'est-ce qu'il en ressort. On va vous faire un exemple juste après qui sera plus concret, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple concret technique. C'est pas moi du coup. Mais ce chapeau-là de neutralité, c'est par exemple, bon ben voilà, comment ça se fait qu'on ait ce problème? Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as eu des retours clients? Oui, voilà. Ensuite, on a le chapeau des émotions, où là, par contre, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez sortir toutes vos impressions, votre ressenti sur la problématique en question. Ensuite, vous avez la partie créative. Donc ça, c'est celle que je préfère, où vous pouvez sortir de la tech, vous pouvez penser à des solutions ultra crazy, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de penser à tout ce que vous avez autour qui pourrait être intéressant, rajouter de la réalité virtuelle, tu sais pas, pour une application pour faire du vélo, ouais, peut-être. Bref, ça, c'est super intéressant sur le jeu. Là, en l'occurrence, c'était pas très intéressant ce qui a été ressorti, mais bon, on en parlera tout à l'heure.
j'arrête de faire du teasing. Ensuite, vous avez le pessimisme et l'optimisme, où là, clairement, les solutions que vous avez citées dans les 3 premiers chapeaux, vous essayez de peser un peu le pour et le contre. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans chacune, qu'est-ce qui serait bien. Et en terminant, on va essayer de se dire, bon, maintenant qu'on a un petit peu un panel de solutions, laquelle on va choisir et qu'est-ce qu'on va faire pour la réaliser. Est-ce qu'on va faire une petite étude avant? Est-ce qu'on la met en place genre direct et on fait un POC et on voit si ça marche? Et là, c'est dans la partie organisation où on va découper ces éléments-là. Bon, du coup, nous, on va prendre un cas d'exemple concret qui est, maintenant qu'on a cette fameuse carte, fameux objectif du manque d'environnement, manque d'environnement, c'est quand même un truc assez énorme à gérer, vous doutez bien, vous êtes tous, il y a beaucoup de devs apparemment ici, vous savez à quel point c'est difficile, alors imaginez côté Ops à quel point c'est compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait passer ça à la moulinette avec les devs. Donc la problématique, c'est, on veut régler ce problème de manque d'environnement. Alors, chapeau blanc, neutralité, en gros, c'est quoi l'effet actuellement qui fait qu'on a ce manque d'environnement? C'est tout simplement que notre dev, elle est instable. Notre dev n'est pas suffisante à gérer les cas de tous les jours, tout simplement. Les développeurs essayent de l'utiliser, ils aimeraient bien que ça marche à 100% et ne pas avoir besoin d'autres environnements, mais notre dev, elle est beaucoup trop instable pour être utilisée de manière efficace par tous les développeurs. Après, on est passé au chapeau des émotions. Donc en fait, là, c'est le moment où quand on est sur l'équipe infra, quand vous êtes dev, vous plaignez beaucoup de votre environnement staging ou de votre environnement dev. Sauf que quand vous êtes dans l'équipe infra et que vous devez la gérer, vous dites qu'en fait, vous gérez une deuxième prod. Donc vous êtes très triste parce que vous n'arrivez pas à gérer 2 prods. C'est compliqué, donc du coup, vous aimeriez bien avoir une dev complètement stable et pas vous en occuper, mais vous passez votre vie à essayer de récupérer et passer derrière tout le monde. Sauf que c'est très compliqué, du coup, vous n'y arrivez pas. Après, en passant au chapeau, la créativité, moi je suis arrivé avec un truc très bien, c'est ok, vous voulez une dev stable, moi je dis que si jamais il n'y a pas de prod et qu'il n'y a pas de code, du coup il n'y a plus de problème. Bon, il n'y a plus de solution, on est d'accord, mais au moins voilà, il n'y a plus de problème. Non, alors, dans la réalité, c'est le moment où on a commencé à réfléchir. On est parti un peu dans tous les sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du conteneur, des environnements à la demande? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de l'orchestration avec du Docker? Est-ce qu'on va utiliser du PaaS? Est-ce qu'on va faire du IaaS automatisé? Bref, en gros, on a pris un peu tout ce qu'on pouvait réaliser pour pouvoir régler notre problématique d'environnement. Et après, dire, OK, laquelle on choisit? Donc nous, on est plutôt parti sur une solution de type IaaS intermédiaire. Après, je ne donnerai pas les détails exacts, c'est du secret professionnel. Et en plus, comme j'y suis plus, ça serait très malvenu de le dire. Après, on a passé un peu cette solution avec notre chapeau, pessimisme, optimisme, un peu chacune des solutions pour voir lesquelles étaient la plus avantageuse. Typiquement, est-ce que si jamais on se met dans un impasse, du coup on se log vendor un peu avec celui-là. Si on fait du IaaS, ça va coûter plus cher à l'équipe host parce que ça va prendre plus de temps. En gros, on va juste passer notre super moulinette et après qu'on ait choisi et qu'on ait fait la solution par rapport à ces visions qui ont été assez challengeantes, parce que là, tout le monde avait un gros avis. Là, on a fait une solution que je ne vous dirai pas. Et on a fait un battle plan. Donc du coup, on a dit, ok, c'est bon, pour faire ça, il faut qu'on fasse ça. Dans tel ordre, on va faire l'analyse des coûts, on va faire la formation utilisateur, on va réaliser certaines solutions, on va faire telle itération, on va tester de telle manière, on va prendre les retours utilisateurs, c'est-à-dire développeurs, à tel moment, etc. Et les devs, à ce moment-là, étaient vachement impliqués et ils étaient au cœur de la discussion. Et en effet, le battle plan comprenait aussi leur intégration dans cette solution-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand le dev est là pour le battle plan, quand vous lui dites qu'il va devoir tester, qu'il va devoir vous faire un retour, c'est pas vous qui arrivez en disant, écoute, dans 2 mois, tu devras tester la solution. Là, c'était les développeurs qui ont dit ok, nous on a envie de tester à tel moment parce qu'à tel moment on sait si ça va être intéressant pour nous et on veut l'essayer à ce moment-là et prendre les retours à cet instant-là. Du coup, on savait qu'ils allaient être moteurs. Pas comme d'habitude à devoir passer derrière avec un bâton et dire ok, vas-y, viens tester. Donc au final, la conclusion des 6 chapeaux de Bono. Alors, j'aime beaucoup cette blague, mais je la ferai pas. Mais j'ai mis la photo quand même. J'ai mis 9 fois pour qu'elle la fasse pas. 9 fois pour la faire celle-là. Bon, pour ceux qui ont compris, Bono, 6 chapeaux de Bono, voilà. J'aurais pas dû l'expliquer, c'est pas drôle non plus. Donc en fait, ce 6 chapeaux de Bono, c'est une méthode UX. En effet, vous avez vu, on peut le prendre vraiment pour au niveau utilisateur, mais au niveau tech, ça a bien marché. Les devs étaient vraiment au sein du débat, ça a été très constructif. Par contre, j'ai été là en tant qu'un petit peu animateur du débat, et ce qui était embêtant, c'était que les devs et les ops avaient plein d'informations, plein de débats constructifs, mais à ce moment-là, j'ai dû dire, écoutez les gars, stop, on peut refaire un autre atelier si vous voulez, t'as mieux sur ce sujet, mais après. Et ça a été un petit peu difficile parce que forcément, vous mettez des devs et des ops qui n'ont jamais été ensemble. Quand vous leur donnez une problématique, c'est parti un peu dans tous les sens, mais c'était positif parce qu'on avait soulevé un engagement, on avait soulevé vraiment du dynamisme. Ouais, c'était très intéressant justement la partie engagement. Après, c'est vrai qu'effectivement, vous mettez des ops, des devs dans la même salle, vous en parlez de manque d'environnement, vous pensez bien qu'on a parlé de tout.
que ce soit du déploiement, la configuration, comment on codait, comment on déployait, enfin comment on gérait les machines, comment on gérait le réseau, comment on provisionnait. Enfin, en gros, on a fait tout le débat et c'est vrai qu'on s'est fait un peu taper dessus régulièrement par STL qui nous a dit recentrez-vous un peu sur le besoin, s'il vous plaît, essayez de me donner vraiment le vrai besoin, on verra après pour les détails d'implémentation. Et du coup, c'était assez bien et ça a été un retour très qualitatif et on a eu enfin un super engagement et du coup, bah là, on était DevOps, là, on a fait quelque chose de DevOps. Parce que là, on avait des devs, des Ops, qui étaient ensemble, qu'on discutait, et qui ont pris un engagement commun, et qui, du coup, va avoir lieu tout simplement parce que les deux avaient une vraie raison de le faire. C'était pas seulement on arrivait d'un point de management en disant « Écoute, c'est bon, maintenant tu fais du DevOps ». Là, on avait vraiment une volonté des deux parties de s'impliquer vers un objectif commun et de collaborer. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a encore d'autres choses à faire, tu vois. Genre sur le moment là, j'ai vraiment dit ça. J'ai dit non, on peut pas s'arrêter là. Pour moi, il manquait quelque chose encore UX qui était que les DevOps connaissaient quand même leur dev, oui, mais à chaque fois qu'ils faisaient une solution, ils n'arrivaient pas à penser clairement comment les devs allaient réagir. Est-ce qu'ils allaient vraiment tous réagir de la même manière? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des publics cibles dans les devs? Est-ce qu'on a des personas particuliers? Et donc du coup, je me suis dit, bah, c'est le coup de faire des personas de dev. Donc j'ai repris un persona UX qui a plus ou moins cette tête-là. Ça, c'est celui que j'ai fait avec un collègue ergonome chez une société qui était éditeur de logiciels pour le domaine du notariat. Donc c'est un peu chiant, mais du coup on a fait un truc pas chiant pour les développeurs. Et on a créé Sophie, qui du coup, elle, vous voyez, un persona, c'est assez simple, hein. C'est une photo pour essayer de se projeter et voir à quoi ressemble la personne, décrire rapidement qu'est-ce qu'elle fait, son histoire, les buts clés, sa personnalité, savoir son domaine d'expérience par rapport à plusieurs éléments. Et du coup, essayer de comprendre qu'est-ce que veut Sophie, qu'est-ce qu'est Sophie. Donc je me suis dit, ça serait cool de faire ça pour des devs, et du coup, à chaque fois que eux vont concevoir une solution, finalement, on va penser à tous les types de devs afin qu'on n'oublie pas l'expert dev qui aime bien le DevOps, ou celui par contre qui n'en a rien à faire et qui du coup veut une solution servie sur un plateau. Donc on a commencé par faire un petit brainstorming des profils. Alors c'est assez rapide, hein, c'est-à-dire qu'on va lister rapidement chacun plein de profils que les DevOps doivent entre guillemets gérer au niveau de leur solution. On a fait des tris et avec un système de dot voting, c'est-à-dire que vous avez un nombre de points par personne, vous venez attribuer sur chaque post-it qu'est-ce qui est pour vous le dev le plus commun chez nous. Donc là, ce qui est ressorti, c'est vraiment la partie Big Data, les bacs, les personnes qui sont experts déjà en DevOps, qui font beaucoup de déploiements et qui connaissent les solutions de monitoring, ce genre de choses, ou celles par contre qui n'en ont rien à faire, et chez nous, il y en avait beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est lancé dans un persona de dev et on a choisi le premier profil qui nous semblait celui qui était le plus important pour l'équipe DevOps, c'est le Data Engineer expert. C'est-à-dire que c'est un gars, Data Engineer, on appelle aussi ça les... Data bourrin. Voilà, Data bourrin. Donc imaginez un peu le type de personnes qu'on a en face et on en a beaucoup chez nous qui sont assez experts, c'est-à-dire qu'ils aiment bien gérer de A à Z ce qu'ils font jusqu'à déployer. Et du coup ce data bourrin, on a essayé de lui faire remplir, enfin on a essayé de se projeter et de remplir et de créer un persona pour lui. Alors ils étaient plusieurs, il y en a 3 actuellement dans notre ancienne boîte, mais on a essayé de généraliser un peu le trait de celui-là. Et j'ai construit, alors vous ne le voyez pas beaucoup, mais je vais vous le montrer juste après, on a changé en fait finalement les catégories d'un persona classique. Il en existe beaucoup, mais du coup je l'ai un petit peu amélioré pour que ça corresponde mieux à un persona de dev. Et on a créé Jean. On est très fiers de Jean. Jean, donc c'est un data bourrin qui est passionné par le big data, mais il aurait préféré être dans une autre vie être révolutionnaire, anarchiste, nihiliste. Imaginez le genre de personne qu'on a. Donc Jean, lui, comme vous le voyez avec son niveau d'expertise, en termes de monitoring, d'orchestration, déploiement, c'est quelqu'un qui est très très expert et qui va peut-être pas avoir besoin de formation comme un dev classique. Pareil, on a raconté une petite histoire, on a raconté son but dans la vie. Lui, pour lui, vraiment, il veut vraiment contrôler tout son développement jusqu'au déploiement. Il aime beaucoup faire parler les données, c'est quelqu'un qui est presque poétique et il adore mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que s'il y a besoin d'avoir Jean avec l'équipe DevOps, il est là, quoi. C'est un passionné. C'est un vrai poète. Donc du coup,
ce profil-là, on voulait en faire plusieurs, mais malheureusement, on en a pas fait quand on était encore dans notre ancienne boîte. Mais ce qui était bien, c'est que grâce à ce profil, imaginez je ne sais pas si vous vous souvenez du monitoring du Speedbot qu'on a fait tout à l'heure sur la partie monitoring. Mais on a eu des retours comme quoi on disait, ouais, Jean, par exemple, il aurait peut-être pas aimé une journée pour faire du monitoring, quoi. Non, genre une journée de formation. D'ailleurs, ils n'ont pas aimé, hein. Ils sont venus, ils ont pris leurs 3 infos en 30 minutes, ils sont partis aller faire autre chose dans le reste de la journée parce qu'ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre, ils s'en fichaient du reste. Donc du coup, si les DevOps avaient plus ou moins déjà ciblé leurs différents dev cibles, public cibles, bah, ils auraient pu se dire, bon, on va faire peut-être la veille 5-10 minutes avec eux pour savoir s'ils ont des questions particulières. Le jour J, on les prend juste 1 heure avec nous pour répondre à leurs questions. Et pour les gens qui ont vraiment besoin d'un suivi, bah, on garde toute l'après-midi pour rester avec le public qui n'a pas la possibilité finalement ou qui ne connaissait pas beaucoup tout ce qui était monitoring. Voilà, donc le principe des personas finalement a bien été repris sur la partie DevOps et du coup nos DevOps, j'avoue qu'après qu'on ait fait ce premier travail-là, ils avaient vraiment un réflexe de se dire bon ok, si on met en place cette solution, si on va le mettre en place pour les fronts, bon, on va faire attention où on met les pieds, qu'est-ce qui va se passer, il y aura peut-être une conduite de changement à faire, etc. Et par contre, si c'est pour des data bourrins, bah, c'est bon, on en parle tranquillement, on lève les problèmes techniques et après go quoi, on y va. Ouais, c'est un atelier qui est super intéressant. En fait, avoir des personas, on le voit très rapidement dans le côté UX, dans le partie design de produit, mais sur la partie DevOps, quand vous faites un outil, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant parce que votre outil ne va pas être utilisé de la même manière par toutes les équipes. Si vous faites un outil en ligne de commande qui a beau être ultra instinctif, c'est un outil en ligne de commande. Ça va beaucoup parler à un data bourrin comme chez nous parce que ce sont des mecs qui déploient des bases de données distribuées. Mais par contre, quand vous filez ça au front, voir des designers qui sont sur du sketch, eux, faire une ligne de commande, ça les intéresse pas du tout. C'est quelque chose, au contraire, lancer un terminal, c'est quelque chose qu'ils font, mais c'est pas quelque chose qu'ils font avec plaisir et dans lequel ils se sentent à l'aise. Et du coup, en fait, ça change complètement la manière qu'on a de créer un outil selon notre public cible. Alors le problème qu'on a, c'est généralement quand on va faire un outil qui touche tout le monde. Mais bon, là on fait des choix. Et au moins vous avez un discours particulier en fonction des personnes. Alors par contre, c'est un atelier un peu compliqué à faire, hein, parce que moi ça va, je suis un gros nerd, j'ai fait 15 ans de jeu de rôle dans ma vie, donc essayer de me projeter dans quelqu'un, c'est facile. Dans quelqu'un ? Oui, dans quelqu'un. Littéralement. Avec le casque et tout. Mais pour moi c'était assez simple, mais c'est vrai que les autres membres de l'équipe, pour eux c'était un peu compliqué. C'est un atelier qui est... quand vous faites de l'UX, vous êtes assez habitué à le faire, mais c'est vrai que pour des développeurs ou des ops, réussir à faire ce changement de position et imaginer être à la place de quelqu'un d'autre et trouver une histoire, etc., ça peut être un peu compliqué. Donc rapidement, maintenant qu'on vous a présenté tout ce qu'on a mis en place, on va faire un petit bilan pour vous donner des petits conseils de ce qu'on retiendrait nous et ce qu'on ne retiendrait pas. Donc sachez que voilà, Roméo et Juliette, on n'est pas mort, on est toujours là, on peut en parler. Oui, on a vraiment eu un DevOps et un UX qui ont bossé ensemble et qui ne se sont pas tués mutuellement, ça peut arriver. C'était beau. Et donc du coup, on vous a parlé de plusieurs types de solutions, donc en fonction du level et du temps que vous voulez appliquer pour les mettre en place. Et on a remarqué qu'en fait, elles étaient finalement liées à ce que vous avez envie. C'est-à-dire pour améliorer la communication, vous pouvez prendre les premiers ateliers, mini-ateliers qu'on a mis en place. Si pour une question de visibilité, vous avez envie que votre équipe Dev et Ops soit assez visible pour le reste du monde et pour toute l'équipe, on vous a classé du coup les ateliers qu'on a utilisés. Mais vraiment pour lever un engagement, là, on a vraiment utilisé les ateliers UX. Il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que là, on s'est arrêté, mais techniquement, il y en a plein d'autres, je pense, qu'on peut réutiliser. Et au contraire, n'hésitez pas, après ce talk, si vous avez envie, d'aller piocher ce que vous pouvez voir en UX pour l'essayer sur votre équipe. En tout cas, nous, je pense que dans nos boîtes, on va peut-être essayer de garder ça et d'en mettre en place d'autres. Donc finalement, l'approche UX, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, cette partie exploration, idéation, génération, évaluation. Finalement, si vous regardez bien, tout ce qu'on a mis en place comme atelier, ça correspond grossièrement à ce qu'on utilise dans notre approche UX. C'est-à-dire que la roadmap board, ça correspond un peu à la planification. Toute la partie exploration pour extraire les besoins utilisateurs, c'est finalement un peu ce qu'on a fait avec les 6 chapeaux de Bono et les 5 pourquoi. L'idéation avec les personas finalement, c'est-à-dire générer des idées pour un public cible. La partie génération, donc ça aurait été de faire des maquettages et des maquettages au niveau UX, mais là on a fait des POC. Et au niveau de l'évaluation, le Speedbot qui permettait de savoir si c'était une bonne solution ou pas. Donc ce que ça nous a apporté,
Je vais peut-être te laisser parler ou... Allez, vas-y. Côté développement, alors on a eu une amélioration de la communication entre les deux équipes. Tout simplement, les développeurs avaient une meilleure vision et comprenaient beaucoup mieux ce que faisaient les ops. Et notamment, ils se sentaient investis avec eux vers une solution commune, même si ce n'était pas leur cœur de métier initial. Côté DevOps, on avait aussi un moment où on a eu une meilleure communication à l'intérieur de l'équipe parce qu'en fait, quand on se sent un peu isolé par rapport à ses devs et qu'on se retrouve un peu dispatché à travailler chacun sur les choses différentes, ben, on avait un peu du mal, même nous, à avoir une visibilité commune sur ce qu'on était censé faire vis-à-vis de la société par rapport à notre travail. Donc du coup, on a une meilleure vision en commun. On a senti aussi une meilleure reconnaissance, c'est-à-dire que avant, les développeurs, en fait, ils avaient l'impression de lancer quelque chose à travers un mur, genre déployer ça côté Ops, alors qu'en fait, après, ils comprenaient toute la complexité qu'il y avait sur le métier d'Ops. Et inversement, les Ops comprenaient un peu plus la pression et les besoins produits qui faisaient que les développeurs réalisaient les choses d'une certaine manière, au lieu de respecter leurs propres critères. Et du coup, ça a un peu amélioré tout ça. Alors par contre, il y a des petits pièges quand on commence à faire ça, parce qu'on ne peut pas prendre exactement un truc UX et le mettre sur des devs, ça change un petit peu. Alors le premier problème qu'on a, c'est quand vous faites des ateliers UX, la plupart du temps, ils ont été pensés pour réaliser un produit, et donc du coup à parler avec des clients. Quand vous parlez à des développeurs, vous ne parlez pas de la même manière. Un développeur, il a été formé à partir de l'entrée de son école d'ingé, voire avant, à penser solution. C'est-à-dire que quand vous arrivez et vous dites « écoute, c'est quoi ton problème? C'est le manque d'environnement » et le mec vous répond directement « bah écoute, je pense qu'il faudrait faire du Docker sur Kubernetes ». Non. Il ne vous a pas parlé d'un besoin, il n'a pas exprimé son vrai besoin, il n'a pas essayé de challenger son propre besoin, il vous a directement donné une solution. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souvent reprendre. Et reprendre les ops et les devs en disant non, écoute, là ce qu'on veut faire, c'est faire émerger un besoin. Ce qu'on veut, c'est pas faire émerger une solution. On verra après pour la solution. Autre chose, l'UX a pour but d'améliorer un produit, mais c'est un produit qui peut avoir un impact assez léger sur les gens parce que c'est généralement l'utilisation d'un produit. Quand vous faites des choses dans le DevOps, vous changez les manières de travailler des gens. C'est des choses qui vont être utilisées au jour le jour, des centaines, voire des milliers de fois par jour par vos développeurs. Allez pas trop loin. Si on change quelque chose sur la manière dont on commit, oui, ou la manière dont on fait certaines choses, ou juste dont on affiche du code, ça peut être utilisé des milliers de fois par jour par un développeur, si on fait des trucs la nuit, évidemment. Mais ça peut être quelque chose c'est énormément d'impact sur le travail. Donc faites très attention à ne pas aller trop loin, à ne pas trop adapter certaines choses, parce que finalement, vous allez vous perdre dans cet enchevêtrement, parce que vous avez des choses qui ont un impact très important sur la vie de vos développeurs. C'est quelque chose qui est aussi très time consuming. La première fois qu'on a fait un atelier, qu'on a pris toute notre équipe de développement, notre équipe d'ops et qu'on s'est retrouvé pendant 1 heure, bah, je peux dire que le CTO il a vu ça, il s'est dit qu'est-ce qui se passe, elle est où ma capacité de production? Puis François vous l'a pas dit, mais en fait il n'avait pas invité le CTO au truc. Donc c'était le seul qui est resté dans son bureau, qui a vu les devs partir, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il est CTO, il gère, moi je veux des développeurs, je veux des gens qui ont un besoin. Donc à ne pas faire, ne pas inviter le CTO. Mais si, révolution. Oui, les anarchistes nihilistes, c'était aussi côté Ops. Autre chose, là on vous a montré des exemples qui ont fité par rapport à notre équipe parce qu'on avait des gens particuliers, on avait une équipe qui avait ses propres besoins, des attentes particulières, des gens à l'intérieur qui sont tous différents. On vous a donné des idées sur, en gros, l'idée c'était de prendre des ateliers UX pour générer de l'engagement côté développeur, pour qu'ils s'intéressent à l'Ops et inversement que les Ops s'intéressent au métier de développeur. Après, vous pouvez imaginer d'utiliser tous ceux que vous voulez, tous les types d'ateliers que vous voulez. En gros, c'est juste essayer d'utiliser des approches novatrices pour engager vos utilisateurs et vos Ops à travailler ensemble et à améliorer la mise en place d'une vraie culture DevOps et pas seulement mettre un joli label. Donc ce qu'il faut retenir en 3 mots, c'est que le rapprochement des cultures, c'est possible. Il ne faut pas se mettre de barrière juste parce qu'une équipe est une équipe et que du coup, on ne peut pas aller discuter avec elle. Et autre chose, il ne faut pas se fier aux apparences, c'est-à-dire que la première fois qu'on s'est rencontré avec François, il était à Meetup UX. Et moi, personnellement, je suis une ancienne développeuse, donc leur charabia, finalement, je le comprends aussi. Et je pense qu'au niveau dev, c'est aussi possible. Allez voir vos ops, ils ne mordent pas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, merci beaucoup. On est très content de vous avoir donné ce petit talk. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je crois qu'on a encore un tout petit peu de minutes. Mais si vous avez faim, sinon bon appétit. Merci à tous.